Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma phrase habituelle, je vais essayer d'en trouver une autre pour être plus original un petit peu. Aujourd'hui, effectivement, quel sujet sensible, malgré toutes ces années. La disparition et l'assassinat, le meurtre, si on veut, de Cédrica Provencher. C'est un cas médiatisé. Je sais pertinemment que c'est un cas sensible et que, dès qu'on en parle, tout le monde sent le besoin de réagir. Alors, je m'attends à avoir des réactions et tout ça, mais je tiens à préciser tout de suite, c'est un point de vue documentaire que j'apporte à cette affaire-là. C'est pas un point de vue d'enquête. Je me considère pas comme un enquêteur, je m'improvise pas comme un enquêteur privé, loin de là. Je ne veux pas embarquer dans le jeu de certaines personnes, ni de certains types de documents produits. Bref, tout ça. Ça entre seulement dans le DHQ. C'est un homicide comme un autre. Évidemment, là, pour les proches de la victime et tout ça, ce n'est pas le cas. Je comprends là, que ce n'est pas un homicide comme un autre, mais dans le DHQ, comme je l'expliquais dans la balado de présentation du dictionnaire des homicides commis au Québec, on étudie toutes les formes d'homicide. On comprend que, en 2007, quand c'est arrivé, c'était considéré comme une disparition. Mais en 2015, quand on a trouvé les ossements de la petite Cédrica, évidemment, c'est devenu officiellement un meurtre. À ce moment-là, c'était évident. Donc, c'était évident pour certaines personnes, dont moi-même, avant cela. Mais en 2015, c'est devenu concret. C'est devenu officiel, si on veut. Alors, c'est ça, c'est un point de vue documentaire que je vais apporter. J'ai déjà dit dans un autre balado, un peu à la blague, là, que je me considérais plus comme un enquêteur public parce que je fouille dans les documents publics et tout ça. Je sais que, à l'avance, il y en a qui trouvent des informations, il y en a qui pensent posséder des informations inédites et tout ça, chacun de leur côté. Mais ça reste que pour le public, je vais vous parler aujourd'hui des documents qui sont accessibles à tous. Si vous voulez vous faire une opinion plus juste de l'affaire, si on veut. Donc, des documents publics et qui sont la base, dans le fond, pour refaire les faits. Parce qu'on a entendu toutes sortes de choses. Les cas médiatisés, très médiatisés, malheureusement, partent des fois dans certaines directions. C'est malheureux, mais je pourrais comparer ça avec des cas comme Blanche Garneau, par exemple, qui date de plus de 100 ans, qui s'est passé en 1920, mais il y a des parallèles à faire avec l'affaire de Cédrica Provencher, surtout pour la réaction du public. Parce qu'à un moment donné, les rumeurs partent dans tous les sens et on assiste à toutes sortes de commentaires et tout ça, alors que les faits sont un petit peu négligés à ce moment-là. Donc, si on revient sur les faits de 2007, au moment de la disparition de Cédrica, évidemment, là, je vais juste m'en tenir aux faits qui sont que j'ai puisés d'ailleurs dans les journaux d'époque. Parce que les journaux, c'est un petit peu une histoire d'amour et haine en même temps. Historiquement, quand on fouille, souvent on voit des erreurs et tout ça, mais ça reste que pour certains faits, c'est les détails qui sont accessibles au public passent à travers les journaux ou les médias. Évidemment, quand je dis journaux, c'est parce que j'ai l'habitude souvent d'étudier des cas anciens et ils sont plus faciles à trouver aussi que les reportages télé, surtout là, ce qui remonte à une certaine époque. Donc, au soir du 31 juillet 2007, la petite Cédrica, 9 ans, s'est absentée dans le parc Chappet avec une de ses sœurs. Puis sa sœur, à un certain moment, l'a laissée toute seule, est revenue à la maison pour écouter un film. Cédrica devait revenir aussi à un certain moment, mais on s'est inquiété tout de suite après l'heure prévue qu'elle devait revenir parce qu'elle avait l'habitude d'être toujours à l'heure, justement, d'être jamais en retard.
Ce qu'on a appris par la suite, évidemment, là, les proches de Cédrica ne le savaient pas sur le coup parce qu'on aurait réagi probablement différemment, c'est qu'il y a un homme qui a commencé, un inconnu, qui rôdait dans le quartier, puis qui abordait les enfants pour demander leur aide pour retrouver le petit chien d'une dame. Donc, il ne demandait pas de retrouver son petit chien à lui, mais le petit chien d'une dame. Connaissant le grand cœur de Cédrica, apparemment, elle avait cette trait de personnalité-là de vouloir aider et tout ça. Donc, pour elle, c'était naturel de vouloir aider. Donc, on l'a vu en train d'aider cet homme, suivi même par lui. Et la dernière fois qu'on l'aurait vu, elle montait à bord d'une Acura TSX rouge au poignet argenté. Bon, la fameuse Acura rouge qui a fait tant jaser et qui fait encore jaser. Faut quand même faire attention. Je sais pas. On ne sait pas. On n'a pas accès aux dossiers de police. On a vu d'ailleurs récemment que les dossiers de police, les premiers, commencent à révéler, après 100 ans, leur secret. Mais voilà, le dossier de Cédrica, on en a encore pour un bon bout avant d'avoir accès, donc il faut se calmer un peu sur nos interprétations. Alors, la Acura rouge, à quel point ce détail-là est fiable, j'en ai aucune idée. Mais qui le témoin? Parce que souvent, pour ce qui est de l'identification des autos, c'est assez vague. Il y en a qui connaissent ça mieux que d'autres, évidemment. Il y en a qui sont capables de dire juste, bon, ben, ça c'est une Toyota, ça c'est une Ford. Mais ça, c'est quand même assez précis. Donc, à quel point cette valeur-là, j'entrerai pas dans ces détails-là. Ça, c'est les détails de l'enquête, évidemment. Il y a aussi, là, on va s'arrêter là avec les faits aussi, qu'il y a 3 jeunes garçons qui ont temporairement volé, en tout cas un certain temps, le vélo de Cédrica, puis il a été déplacé ce soir-là, donc il n'a pas été retrouvé à l'endroit exact où elle-même l'avait abandonné avant de disparaître, donc ça vient fausser un peu les données, parce qu'on aurait pu peut-être retracer un peu la trajectoire. Donc, à partir de là, Cédrica est disparue. On l'a cherché. Vous avez probablement vos propres souvenirs de tout ça, de voir des affiches de disparition dans les voitures de Trois-Rivières. C'était vraiment partout. Il y a du bon et du mauvais là-dedans, évidemment. J'ai mes propres souvenirs aussi. Je n'entrerai pas dans les détails, quoique je ne suis pas impliqué dans l'affaire, évidemment. Mais tout le monde en parlait à cette époque-là. Vraiment, là, tout le monde, c'était le sujet de l'heure et tout ça. Évidemment, quand ça touche des enfants, on aime, ça vient chercher notre côté, je pense, qu'on veut aider. On veut vraiment faire quelque chose. Et moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup d'équitation en forêt. Puis bon, ça occupait mes pensées aussi, parce que je me disais, je regardais, on devient plus attentif. Des fois, si on trouve quelque chose d'abandonné dans les bois. Ça répète le cas parce que comme on sait par la suite, effectivement, elle a été abandonnée, son corps a été abandonné dans un boisé. C'est pas dans le secteur où moi je faisais de l'équitation, mais bref. Il y a une chose aussi sur laquelle je veux revenir avec les faits qu'on vient de présenter. C'est quand même pas beaucoup les faits, là. Je veux dire, on a quelques détails, mais juste dans le mode opératoire de la façon que le tueur s'y est pris. Donc, il avait quand même pensé à un certain scénario. Il avait pensé à son affaire, donc c'est ça que ça prouve à l'avance. Combien de temps à l'avance, on ne le sait pas, mais c'était quand même comme préparé. Il y avait son petit scénario, donc de demander aux enfants de chercher un chien d'une dame fictive, évidemment. Ça me fait penser que, pour moi, juste en entendant ça, ça écartait les parents tout de suite, parce que si les parents veulent se débarrasser de leur propre enfant, ils choisissent d'autres moyens. Là. Ils n'iront pas se promener dans un quartier. C'est pas le mode opératoire. Ça colle pas, autrement dit. Alors, il avait pensé à ça. Ça fait penser aussi qu'il ne ciblait pas Cédrica particulièrement. Donc, il devait cibler une enfant. Ce qu'il ciblait de sexe féminin ou de sexe masculin, ça, on ne sait pas. Ça prendrait d'autres crimes pour pouvoir comparer si c'était, par exemple, un tueur en série, tout ça. Mais voilà, je pense pas qu'elle était ciblée en tant que telle, parce qu'il a pris un peu celle qui a accepté de l'aider. Et puis là, en ce moment-là, elle est tombée dans ses griffes. Bon, comme je disais tantôt, il y a eu une certaine paranoïa collective par rapport à tout ça. On a entendu beaucoup de choses, évidemment. Il y a eu beaucoup de pistes d'étudier dans les années qui ont suivi.
mais le 11 décembre 2015, c'est le choc médiatique. On a découvert les ossements, finalement, de Cédrica. Par hasard, des promeneurs se sont tombés là-dessus. Donc, ça faisait la manchette le 11 décembre 2015. Je m'en souviens personnellement aussi, même que c'était dans un secteur où je passais quand même régulièrement. C'était près de l'autoroute 40. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui passent par là chaque jour pour aller travailler. Et bref, comme je le disais au début, depuis 2007, on ne pouvait pas vraiment parler de meurtre officiellement parce qu'il n'y avait pas de corps, on ne savait pas. Mais quand même, quand une petite fille de 9 ans est enlevée, disparaît comme ça, surtout au même moment qu'un inconnu rôde dans le quartier pour demander de l'aide et tout ça, c'était quand même assez clair que Cédrica ne serait pas revenue après des années cogner à la porte de chez elle et dire « Ah maman, j'arrive en retard après 2-3 ans », ça colle pas. C'était quand même assez clair, je pense, pour ceux qui ont un peu de jugeote, là, que c'était un crime assez grave et tout ça. Et peut-être même un crime à caractère sexuel, parce que dès qu'un adulte enlève un enfant pour terminer avec un homicide, c'est pas souvent... je pense pas que ce soit pour jaser de météo et d'un autre sujet quelconque, là. Alors, en 2015, évidemment, avec la découverte des ossements, c'est officiel, c'est un meurtre. Les rumeurs, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient sur Internet à ce moment-là, à propos d'un suspect. Ils sont devenus concrètes. Là, il y en a qui se sont flattés la bedaine parce que le suspect dont le nom ne pouvait pas apparaître dans les médias, soudainement est apparu. Donc, il y en a qui ont dit « Oh yes, j'avais raison » et tout ça. Mais ils ont déchanté par la suite. On verra pourquoi. Mais cette bombe-là, justement, éclate le 29 août 2016 avec l'arrestation du suspect en question. Bon, évidemment, l'arrestation de monsieur a fait les manchettes là, à travers la province et tout ça, parce que c'était quand même... ça redonnait espoir, évidemment. Les médias l'ont dit ont souligné qu'il était un suspect dans l'affaire de Cédrica, mais il faut préciser qu'il n'était pas arrêté pour le meurtre de Cédrica Provencher, il était arrêté pour de la pornographie juvénile. Mais ce qu'on a remarqué un peu moins, quand on regarde à côté, c'est toujours, il faut faire attention dans les affaires criminelles, c'est pour ça que c'est important de rester, en tout cas d'essayer, là, de rester objectif le plus possible, on garde notre sang-froid, puis là, à ce moment-là, on peut voir des choses au lieu de se laisser emporter. Parce que quand on se laisse emporter, oui, évidemment, on peut avoir raison, mais on peut être déçu après aussi. Ce qu'on a remarqué un peu moins ce jour-là, c'est que la police avait saisi également des ordinateurs, des disques durs, un téléphone cellulaire, une clé USB en forme de jeton de poker et certaines données. Et ce qu'on avait remarqué encore moins, c'est que le suspect arrêté, il a été arrêté sans mandat. Pour possession et distribution de pornographie juvénile. Au moment où je vous parle, il n'a jamais été accusé en lien avec l'affaire de Cédrica Provencher. Donc déjà, ça sonne une cloche. Ça devrait nous rendre prudents en tant que public là, dans nos commentaires et tout ça. Mais évidemment, les rumeurs circulent, même ça circule encore aujourd'hui. C'est moins d'actualité, si on veut. Mais ça a fait jaser, tout le monde a son idée sur cette affaire-là, sur le suspect en tant que tel. En tout cas, dans mon entourage, à chaque fois qu'on en a parlé, ce suspect-là, la plupart des personnes sont convaincues que c'est lui. Mais en 2018, il y a un jugement qui tombe. Et là, le jugement fait mal. Surtout à ceux qui avaient une opinion assez arrêtée. Avec ce jugement-là, de 2018, par le juge Lacourcière, ça nous donne un document. Parce que là, on a parlé tantôt, je récapitule, on a eu une disparition. Quand il y a une disparition, en tant que public, vous avez accès à certains documents, mais ça se limite à peu près aux journaux, aux médias, vous pouvez revoir les reportages et tout ça. Si vous voulez vous improviser enquêteur ou enquêtrice privée, peu importe, vous avez le droit de poser des questions à gauche, à droite, tout ça, faire le tour.
Mais la valeur de ces informations-là, qu'est-ce que ça vaut vraiment? C'est ça le problème. Il y en a qui ne l'avoueront pas, évidemment. Ils vont dire, ah, j'ai trouvé telle information, mais est-ce que cette information-là tiendrait le coup devant un procès, devant un juge, légalement? Ça, c'est autre chose. Parce que même la police, dans ce cas-là, c'est un peu une leçon que ça nous donne. Même la police, qui est entraînée, qui est bien formée, a fait des erreurs de telle sorte que les preuves ont été refusées. Donc, c'est pour ça, en grande partie, qu'il n'y a jamais eu de procès, je pense. Je ne suis pas avocat, je ne veux pas donner de conseils juridiques, c'est pas ça mon point de vue. Moi, je suis au niveau du public et de l'accessibilité des documents publics. Mais voilà, pour revenir en 2015, avec la découverte des ossements, là, on avait un meurtre officiel. Donc, quand on a un meurtre officiel, qu'est-ce qui arrive? Ben, l'enquête de coroner. Donc, on peut demander l'enquête de coroner. C'est public, ça. On peut, avec le jugement de 2018, ben, un jugement de juge, à moins que ce soit à huis clos ou que ce soit exceptionnel, c'est aussi public. Donc, on a principalement 2 documents pour étudier, pour revoir. Là, on a vu que, bon, l'enquête du coroner nous apprend pas grand-chose. Mais par contre, le jugement va nous en apprendre un peu sur la procédure. Pourquoi bon, parce que les gens se questionnent et c'est tout à fait normal. On peut pas comprendre tous les rouages d'un système que les avocats comprennent pas eux-mêmes. Souvent, ils ont besoin de collègues pour s'aider entre eux. Bon, tout ça. Donc, dans le jugement du juge Lacourcière, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que d'abord, en décembre 2015, donc en même temps qu'on découvrait les ossements, on a commencé l'enquête sur la pornographie juvénile. Donc, ça aussi, ça devrait sonner une cloche. On va y revenir. Cette enquête-là, par contre, sur la pornographie juvénile, a permis de découvrir une 12aine d'adresses IP, dont seulement une a servi à télécharger du contenu pornographique, de novembre 2010 à février 2011. Ces renseignements, par contre, là, je cite, entre guillemets, le juge Lacourcière, ces renseignements sont obtenus sans autorisation judiciaire. Les procureurs de monsieur, les avocats de la défense, si on veut, eux autres, ont souligné que les informations obtenues à partir de la demande de collaboration auprès de Facebook, c'est-à-dire le 13 décembre 2015, 2 jours après la découverte des ossements, donc, les enquêteurs avaient demandé l'aide de Facebook pour concernant les adresses IP et tout ça. Mais les avocats de la défense, eux autres, soulignent que ça entrait en contradiction avec l'article 8 de la charte. Soulignait aussi que les mandats généraux obtenus le 26 août 2016 étaient invalides puisqu'il aurait fallu un mandat de perquisition pour fouiller les lieux. Donc, sur les lieux du travail où travaillait monsieur le suspect en question. Le juge Lacourcière, lui, ce qu'il a souligné dans son jugement, donc pour trancher, c'est qu'une perquisition sans mandat est présumée abusive et que, justement, c'est sans mandat que les agents ont obtenu les adresses IP de la part de Facebook dans ce cas-ci. Pour appuyer son jugement, le juge Lacourcière a souligné que la Cour suprême, justement, avait statué là-dessus en 2012 sur le principe de vie privée qui s'applique aux ordinateurs personnels aussi bien qu'aux ordinateurs en milieu de travail. Du côté des enquêteurs, la sergente Nadine Wilson a fait... s'est servi de l'argument de la notion d'urgence, c'est-à-dire qu'il fallait agir rapidement et tout ça. Mais la preuve révèle, selon le juge Lacourcière, que la découverte d'ossements n'a strictement aucun rapport avec l'enquête portant sur des activités de pornographie juvénile. Voilà, c'est ça. Donc, d'un côté, on découvre les ossements, tout ça avec le lien avec Cédrica, la disparition depuis 2007 et tout ça. Et puis là, pourquoi qu'on décide, en découvrant les ossements, qu'on l'enquête du côté juvénile? Donc, il faut quand même une bonne raison aux enquêteurs pour fouiller de ce côté-là, pour fouiller les ordinateurs. Donc, le juge, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que c'est pas une bonne raison. Ça aurait jamais dû se faire de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'entre les lignes, ben, on comprend que les enquêteurs étaient trop convaincus de la culpabilité de leur suspect. Ça veut dire qu'ils l'avaient déjà dans la tête,
à ce moment-là. Puis là, ils ont dit, OK, on va trouver un moyen de le faire tomber si on veut. Mais ce moyen-là, c'est à partir là, il n'y avait pas de lien. Jusque la disparition de Cédrica, si on veut, je vais faire des smagrées comme le docteur Arruda. Mais sur l'échelle du temps, on a jusqu'à la découverte des ossements. Ça se finit là un peu en quelque sorte. Puis de l'autre côté, ben, on a la pornographie juvénile qui continue là avec. Mais entre les deux, on n'a pas de lien. C'est ça que reproche le juge Lacourcière dans cette affaire-là. D'ailleurs, je vais lire un extrait du jugement du juge Lacourcière qui, lui, revenait sur le 13 décembre 2015, donc au moment où on faisait la demande auprès de Facebook. Donc, j'ouvre les guillemets. Les policiers n'ont aucun motif raisonnable de croire que le requérant a commis une infraction en matière de pornographie juvénile. La défense a raison de prétendre que la démarche des policiers était basée sur de vagues hypothèses, voire une simple intuition. L'idée a germé lors d'une rencontre entre les enquêteurs et leurs supérieurs. Le raisonnement adopté par ces derniers était le suivant. Deux petits points. Si le requérant est l'auteur de l'enlèvement et du meurtre d'une jeune fille de 9 ans, il est probablement le type d'individu susceptible de se livrer à des pratiques informatiques en matière de pornographie juvénile. Le témoignage de l'agente Doré sur la décision d'entreprendre une démarche auprès de Facebook ne souffre d'aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est assez clair, il n'y a pas de lien, donc il n'y a rien qui motivait les enquêteurs. Il aurait fallu que quelque chose, par exemple, là, fasse le lien entre les deux, puis là, à ce moment-là, la preuve aurait été différente, j'imagine. Donc je reviens un peu là-dessus parce que sur l'aspect du profilage comportemental ou le profilage criminel, parce qu'on voit, des fois, on se sert là, pour parler de nos homicides là, dans la série de balados que j'ai commencé il y a quand même quelques semaines. On se sert du CCM3, du fameux Crime Classification Manual, qui, bon, provient un peu, la classification des crimes provient un peu du profilage, parce que d'ailleurs, l'un des auteurs est John Douglas, le fameux agent du FBI, qui a inspiré la série télévisée Mindhunter, qui est bien réel dans la vie. Donc, le métier de profilage, c'est un peu, même beaucoup, grâce à lui que ça existe aujourd'hui. Et que c'est si répandu et que c'est tellement romantique, tout cela. Mais voilà, c'est le danger aussi de faire trop de profilage, de verser de l'autre côté, parce que dans ce cas-ci, c'est peut-être ça le cas. Là. Ils étaient tellement convaincus que leur suspect était le bon. Puis c'est ce qui est le pire dans tout ça, c'est que c'est peut-être le bon aussi, mais ils se sont pas servis de lien, tout ça. Ils ont sauté aux conclusions un peu trop rapidement. Et puis pour fouiller ses ordinateurs et tout ça. Et si mes explications sont pas suffisantes pour vous satisfaire ou quoi que ce soit, ben je vous invite. C'est seulement ça que je voulais en venir. C'est au lieu d'écouter monsieur et madame tout le monde, même ceux qui se prétendent enquêteurs ou peu importe, ben faites vos recherches vous-même. Il n'y a pas beaucoup de... Évidemment, c'est une affaire non résolue, il n'y a pas eu de procès, donc ça fait beaucoup moins de documents accessibles publiquement, je parle. Si vous voulez faire du porte-à-porte, faire des enquêtes, ben libre à vous. Mais les documents disponibles, il y a l'enquête de coroner, comme je disais au début, qui est très, 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 très mince dans ce cas-ci. Et il y a le jugement du juge Lacourcière qui est accessible en ligne. Alors, vous pouvez lire ça. Ça nous aide un peu à comprendre. Évidemment, on n'a pas, avec cette affaire-là, on n'a pas l'impression, ils n'ont aucun sentiment de justice. Évidemment, ça n'a jamais été réglé. Est-ce que ça le sera un jour? J'en ai aucune idée. Évidemment, pour les proches de la famille et tout ça, c'est à souhaiter. On a vu quelques cas non résolus dans mes balados depuis quelques semaines, depuis la Nouvelle-France. Ça existe depuis la nuit des temps, j'ai tendance à dire. Voilà, c'est malheureux parce que ça laisse des séquelles et ça laisse des dommages collatéraux épouvantables. Mais c'est ça, on va en voir aussi d'autres. Là. Il y a des cas, il y a plusieurs cas non résolus. Pourquoi? Justement, on aimerait le savoir pourquoi ils sont restés non résolus. Mais voilà, Cédrica Provencher, je pense qu'elle va continuer à nous hanter un certain temps, et même peut-être longtemps.
Si je regarde en arrière, en matière d'affaires non résolues, il y a l'affaire Blanche Garneau là, qui a été épouvantable pour l'époque. Ça avait même suscité une commission d'enquête royale parce que des rumeurs avaient touché certains députés ou fils de députés, des membres en tout cas. La réaction du public avait été assez grande aussi. Certaines personnes, le nom de Blanche Garneau, évidemment, s'est effacé un petit peu avec le temps, mais certaines personnes s'en rappellent encore. J'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus, puis tout ça, puis bon, voilà. C'est à souhaiter que Cédrica soit pas oubliée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui travaillent dans le sens qu'elle ne soit pas oubliée, et bravo. Tout ça pour aider, essayer que ça ne se reproduise plus, mais en même temps, ces crimes-là, on risque d'en revoir encore malheureusement. Le monde est ce qu'il est. Et l'être humain aussi, mais voilà, plus qu'on fait de l'éducation, plus qu'on en parle, je pense que c'est pas négatif. C'est difficile de savoir si ça aide vraiment ce qu'on fait, mais au moins ça peut pas nuire, je pense pas. Surtout si on reste avec les faits, là. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.